Ludovic, est-ce que tu peux te présenter, revenir sur ton parcours académique et professionnel et qu'est-ce qui t'a conduit à travailler sur la cryptographie post-quantique? Bonjour à tous, donc je suis nouvellement professeur à l'EPITA, donc ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai rejoint l'EPITA et donc pour en arriver là, j'ai fait une thèse il y a un peu plus de 20 ans à l'École Polytechnique, à l'INRIA et à l'EPITA sur les sujets qui nous intéressent. Après ça, j'ai eu un parcours académique, on va dire classique, donc j'ai intégré Sorbonne Université comme maître de conférence et ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer l'EPITA pour devenir professeur. Et en parallèle de ce monde académique, j'ai aussi une vie d'entrepreneur. Donc j'ai monté 2 startups sur le sujet qui va nous intéresser, la cryptographie post-quantique. Et en fait, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, l'innovation. Et j'accompagne aussi des startups comme Astran sur des sujets avancés de cryptographie. Et comment je suis tombé dans le post-quantique? En fait, c'est un peu par hasard. Donc moi, en fait, quand j'étais étudiant en master, je cherchais un sujet à l'interface où il y avait un peu de maths, un peu d'aspects théoriques, mais aussi où il y avait des aspects très pratiques, où je pouvais éventuellement voir le fruit de mes recherches. Donc c'est ce que je m'étais dit et en fait, voilà, j'ai trouvé un stage qui correspondait exactement à ça, à l'ENSTA, qui était sur le post-quantique. Donc en fait, je suis tombé comme ça, voilà, par ma maître de thèse qui est devenue ma maître de stage qui est devenue ma maître de thèse et qui m'a encadré sur ce sujet-là. Alors, tu viens de publier un livre que tu as coécrit qui est intitulé Cryptographie post-quantique. Comment est arrivée l'idée pour toi d'écrire ce livre? En fait, l'idée, elle est arrivée assez naturellement parce que, en fait, c'est à l'intersection de plusieurs questions et de plusieurs sujets d'intérêt pour moi. Donc, d'une part, mon activité de recherche, c'est sur la cryptographie post-quantique, c'est ce qui me motive depuis ma thèse. L'autre aspect, c'est que je suis aussi enseignant. Et donc, mon activité, c'est de faire cette transmission de connaissances. Et on arrivait à un moment où c'était un sujet, la cryptographie post-quantique, qui était plus simplement un sujet de recherche académique. Et c'était le bon moment d'écrire un livre sur le sujet pour les étudiants, parce qu'aujourd'hui, on est dans une grande phase de transition vers cette nouvelle cryptographie. Et il faut former aujourd'hui, dès maintenant, les ingénieurs sur cette thématique-là. Pour un public non spécialiste, comment tu définirais la cryptographie post-quantique et en quoi elle se différencie de la cryptographie classique? Pour expliquer ça, d'abord, je dirais que pour l'utilisateur final, pour le grand public, en fait, il verra pratiquement aucune différence. Alors vraiment, s'il cherche un petit peu dans son navigateur et il trifouille un peu et il regarde ses certificats, il va observer que peut-être ces certificats post-quantiques, même sûrement, ils vont être beaucoup plus gros que ce qu'il y avait avant. En fait, c'est une cryptographie de nouvelle génération, mais qui s'implémente dès aujourd'hui sur nos navigateurs. En termes de fonctionnalité, c'est exactement la même chose que les cryptosystèmes classiques. Je vais pouvoir échanger des clés et signer des documents. Donc en termes de fonctionnalité, c'est exactement la même chose. Mais en fait, c'est le moteur qui va changer. C'est ce qui va avoir en dessous du capot, ça va être complètement différent. Donc on va avoir des problèmes mathématiques qui sont différents. Donc auparavant, on utilisait typiquement la factorisation des grands nombres. C'est sur lequel la sécurité de RSA repose. Donc l'idée, c'était d'avoir comme clé publique un grand entier dont je savais qu'il pouvait se factoriser entre deux nombres, P et Q, et la difficulté, c'était de retrouver P et Q. Et en fait, on va avoir exactement un peu la même chose avec les cryptosystèmes post-quantiques, c'est juste les problèmes mathématiques là qui vont être complètement différents. Donc d'un côté, ça change très fondamentalement les systèmes. D'un autre côté, pour l'utilisateur, finalement, ça marche dès maintenant. Ça s'intègre dans ces systèmes d'information comme auparavant. Et l'objectif, en tout cas, c'est pour ça qu'on travaille, c'est qu'il n'y ait aucune différence pour l'utilisateur final en termes d'expérience. Tu indiquais lors d'un article publié sur le site de l'EPITA il y a quelques mois que les ordinateurs quantiques pourront résoudre en quelques minutes des problèmes que nos ordinateurs actuels mettraient des années à traiter. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça menace la cryptographie actuelle? Souvent, on entend en cybersécurité, on a beaucoup de problèmes. On a sans arrêt des failles de sécurité. Donc, à peu près toutes les semaines, on va avoir des incidents cyber. En fait, ces incidents cyber, ils ne sont pas tellement dus à la cryptographie, donc plutôt à l'implémentation de la cybersécurité et la difficulté d'implémenter des bons systèmes de cybersécurité. En revanche, les maths qu'on utilisait depuis les années 70 sont révélées assez robustes, au moins pour les attaquants d'aujourd'hui.
Le problème, c'est que tous ces systèmes ils reposent sur des hypothèses mathématiques fondamentales, comme le problème de la factorisation, et on suppose que ce problème il est très difficile pour un attaquant qui n'a pas accès à la clé secrète. Et c'est sur ça qu'on fait reposer notre sécurité aujourd'hui. Malheureusement, un des aspects négatifs de l'ordinateur quantique, c'est que, voilà, dit rapidement, ils peuvent faire certaines tâches beaucoup plus rapidement que sur des ordinateurs classiques. Pas tout, hein, ce n'est pas une machine magique qui va pouvoir vous résoudre vos problèmes très rapidement. En revanche, pour les problèmes qu'on utilise en cryptographie, l'ordinateur qu'on utilisait jusqu'à maintenant en cryptographie, l'ordinateur quantique va être très efficace. Donc lui, il va être en capacité de résoudre les problèmes qu'on utilisait jusqu'à présent comme ça, de manière extrêmement rapide. Donc avant, on disait, bon, fallait que ça soit difficile pour la machine classique. Ça l'est plus du tout pour un ordinateur quantique, et donc forcé de changer les cryptosystèmes qui sont déployés aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire migrer nos cryptosystèmes aujourd'hui vers ces nouveaux standards. Alors, on dit que la menace quantique est à la fois une opportunité et un défi. Quelles sont tes convictions personnelles à toi face à cette double réalité? C'est un défi parce que même si je vous ai dit que voilà, pour l'utilisateur final, on va travailler pour que l'expérience soit exactement la même, malgré tout, les systèmes de cryptographie, ils sont omniprésents dans notre quotidien. Ils sont déployés sur des milliards de machines et utilisés presque à chaque seconde, en fait. Donc, faire un déploiement à cette échelle, de manière pratique, c'est un défi qui est immense. En revanche, c'est une opportunité parce que la menace quantique qui est devant nous, peut-être elle n'est pas là présente dès maintenant, mais elle va être certainement présente d'ici 15 ans. Donc, c'est une question qui est extrêmement critique de pouvoir faire cette transition le plus rapidement possible. Et d'une certaine manière, la menace, elle est déjà présente aujourd'hui. Parce qu'on peut capturer les données dès maintenant, les données les plus sensibles, et attendre quelques années qu'un ordinateur quantique soit disponible pour les déchiffrer. Donc, pour des données type des secrets d'État ou des secrets industriels, cette menace, en fait, elle est déjà présente. Et donc, ma conviction personnelle, ensuite, il y a des défis scientifiques qui sont importants pour construire cet ordinateur quantique. Donc, construire un ordinateur quantique suffisamment puissant pour casser de la cryptographie, c'est quand même un défi qui est devant nous et qui n'est pas complètement trivial. Donc, combien de temps on va mettre pour y arriver, c'est une question qui est ouverte. Et ma conviction personnelle, et bon, la conviction de beaucoup de mes collègues, c'est que oui, on va y arriver. En tout cas, en termes de cryptographe, on est plutôt à prévoir le pire, même si ça n'arrive pas. On pense que cette transition, elle est quand même importante pour renouveler nos systèmes qui sont déployés depuis 50 ans, et donc il est nécessaire aujourd'hui de faire une mise à jour.